Bonjour à tous. Sur ma chaîne, nous avons exploré les maisons hantées, mais aujourd'hui découvrons d'autres demeures. Des maisons qui, semblerait-il, pourraient se mettre à saigner, comme si celles-ci étaient bien vivantes, ou du moins porteraient la trace dans leurs murs et dans leurs fondations d'une souffrance passée, d'une peine à jamais emmurée. C'est comme si la pierre, le carrelage, le papier peint, les placards même, gardaient cette fois-ci la trace d'une mémoire. L'inanimé se mettrait alors à sointer des blessures anciennes qu'il ne peut plus contenir. Là, on n'a plus affaire à de simples coups dans les murs, à des ampoules qui dysfonctionnent, ni à des ombres aperçues du coin de l'œil. Non, là c'est tout autre chose, la trace tangible et silencieuse d'une blessure. Car il s'agit toujours, dans les histoires que nous allons voir aujourd'hui, de sang humain, et non pas d'un liquide rouge induit par des champignons par exemple, ou provenant d'eau croupie et argileuse. Non, il s'agit bien de sang humain, composé de plasma et de globules rouges, ce même fluide corporel qui irrigue nos tissus et chacun de nos organes pour assurer la vie. Plus qu'un simple liquide, le sang est notre intimité. Alors s'il s'écoule de notre corps, il signe la souffrance. Il en devient l'empreinte visible. Il semblerait donc que ces demeures oublient leur fonction première qui est de protéger. Elles se lézardent sans crier gare, laissant apparaître des traces d'un passé trop lourd. Mais sans plus tourner autour du pot sanguinolent, pénétrons ensemble, si vous le voulez bien, dans notre première maison, à savoir la maison sanglante de Saint-Quentin. L'affaire commence en janvier 1986 dans le quartier de Rémicourt à Saint-Quentin, en Picardie. Un jeune couple fraîchement marié pose ses bagages dans cette nouvelle maison. Lucie et Jean-Marc Belmer sont ravis de prendre ensemble ce nouveau départ. Jean-Marc est chauffeur routier, il part donc très tôt en matinée et laisse sa jeune femme seule à la maison. Celle-ci ne travaille pas. Lucie s'occupe donc de la maison et profite de son temps libre en faisant des promenades avec son chien. Mais rapidement, ce nouvel emménagement qui devait être synonyme d'agréable renouveau prend une sinistre tournure quand Lucie s'aperçoit un matin de taches rouges foncées sur le plan de travail de sa cuisine. Après les avoir nettoyés sans difficulté, elle va qu'alors à ses occupations, puis regagne l'étage afin de s'habiller dans sa chambre à coucher. Là, elle constate, stupéfaite, que de nouvelles taches sont apparues sur son linge propre, rangé dans le tiroir de sa commode. Elle s'aperçoit ensuite qu'il y a même des traces sur les draps de son lit. Par la suite, Lucie en trouvera de nouvelles dans la salle à manger et dans le couloir. Et c'est à peu près là que la maison commencera à se manifester, laissant entendre des bruits sourds. Et c'est très vite que, nuit après nuit, le couple entend des bruits de vaisselle, un raffut de meubles qu'on tire, des portes qui claquent. Lucie et Jean-Marc à chaque fois vérifient, mais rien n'a bougé. Pire encore, quand ils se recouchent, cela recommence. Terrorisés par cet effrayant enchaînement d'événements, Lucie et Jean-Marc préviennent la police. Tout d'abord, les policiers les écoutent, sourcils levés. Ils ne croient pas en leur histoire et ne veulent pas prendre même la peine de se déplacer. Mais devant l'insistance et le désarroi bien visible du couple, ils acceptent finalement de se rendre chez celui-ci. Voilà donc le brigadier en chef, Guy Piètre, suivi de son acolyte, qui se rendent chez le couple Belmer. Les parents de Lucie, alertés par cette dernière, s'étaient également déplacés pour venir constater les événements et soutenir leur fille et leur gendre qui étaient totalement sous le choc de ce qu'ils avaient vu et entendu. Arrivés dans la maison, les deux policiers n'ont pu faire autrement que de constater les taches de sang sur les murs et dans la cuisine. Mais ne sachant que penser, ils ont tout d'abord émis l'hypothèse que le chien du couple aurait pu être blessé à la queue et projeter ensuite du sang sur le mur en se déplaçant. Le couple vérifiera, mais leur chien n'était pas blessé. Alors qu'ils discutaient au salon, tous entendront ensuite un bruit provenant de l'étage. C'est comme si un meuble lourd était en train d'être déplacé. Le brigadier chef, qui savait pertinemment qu'il n'y avait personne au premier car il avait inspecté avec son collègue toutes les pièces de la maison à leur arrivée, ira interroger aussitôt le locataire de la maison voisine afin de lui demander s'il n'avait pas déplacé un meuble. Mais non, celui-ci sera formel, il n'avait rien bougé et n'avait même pas entendu de bruit provenant de la maison mitoyenne.
Après les départs des policiers, rien n'avait changé. Les taches de sang étaient toujours là, revenant sans cesse malgré que Lucie les nettoyait sans cesse. Aussi, c'est principalement la nuit que Lucie entendait des bruits quand elle était toute seule. Parfois quand son mari était là, mais elle avait l'impression étrange que ces démonstrations étaient dirigées contre elle, qu'on lui voulait du mal. Très souvent également, elle retrouvait la porte de sa cave ouverte et quand elle descendait les marches, la porte se refermait derrière elle. La police, comme le couple, s'interroge. Une explication rationnelle doit être nécessairement derrière cette histoire. Elle mettra donc en place un dispositif qui lui semble le plus approprié et qui consiste à disperser de la farine dans l'entrée de la maison. Le couple s'installe donc momentanément chez sa famille et revient le lendemain matin rencontrer les policiers à l'heure prévue. Tous constatent que de nouvelles traces de sang sont apparues dans la maison. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier peint du couloir. Or, la farine était restée intacte. Quand les policiers ont ouvert la porte, elle était dans le même état que la veille, homogène, aucune trace de pas n'y figurait. Les policiers prélèveront bien évidemment des échantillons de ces taches afin de les faire analyser et les résultats indiqueront qu'il s'agissait bien de sang humain et en aucun cas de sang animal. Un médium se rendra aussi dans la maison en compagnie des 2 brigadiers. À l'aide de son pendule, il déterminera que le problème lié à la maison provenait de la cave, plus précisément dans le sol de la cave. Il pensait même qu'en creusant un peu, il trouverait des ossements humains charriés peut-être par une rivière souterraine, ou bien encore il était fort possible qu'un crime ait été commis entre les murs humides de la cave. Alors qu'ils étaient là à s'interroger sur le mystère de la cave, le brigadier chef dira avoir senti les doigts d'une main serrer son bras gauche. Il était certain qu'il y avait quelqu'un derrière lui, mais après s'être retourné, il sera surpris de constater qu'il n'y avait personne. Les fouilles de la cave n'ont malheureusement rien donné. L'émission Mystère ne mentionne pas quelles investigations ont été réellement faites à la cave, s'ils ont creusé, ni si des recherches historiques ont été faites sur l'emplacement où la maison avait été construite, ni sur ses précédents propriétaires. Bref, durant l'année 1986, la chaîne télévisée France 3 avait réalisé un mini-reportage sur la maison, diffusé durant le journal d'actualité. Et c'est 6 ans plus tard, en 1992, que l'émission Mystère, dont sont extraits certains passages de l'émission dans ma vidéo, décidera de lui consacrer sa meilleure attention, relatant les événements sous forme de petits films sensationnels. Pour celles et ceux qui se souviennent de l'émission Mystère, vous serez d'accord qu'elle avait le mérite d'exister et savait très bien marquer les esprits. Le stress que ces petits films induisaient reste inoubliable, porté par une voix off captivante et une musique angoissante qui renforçait l'atmosphère mystérieuse. L'émission misait davantage sur le sensationnel au détriment malheureusement de la rigueur factuelle. Quoi qu'il en soit, il est dit que le couple belle-mère quittera cette maison au bout de seulement quelques semaines. Les phénomènes auraient ensuite cessé après leur départ. Lucie et Jean-Marc Bellemare quitteront ensuite la région pour s'installer dans le sud de la France. Ils ont choisi de mener une vie discrète, loin des médias. Pour Rémi Chauvin, qui interviendra sur le plateau de ce premier numéro de l'émission Mystère, le sang apparu sur les murs et les différents bruits entendus dans la maison pourraient probablement être attribués à une manifestation de type poltergeist. Rémi Chauvin dira même que ces phénomènes, traces de sang, incendies spontanés, jets de pierre qui tombent dans une pièce fermée, étaient bien plus fréquents qu'on ne le croit. Il s'agirait pour lui d'un phénomène de psychokinèse spontanée récurrente dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne. En quelques mots, certaines personnes inconsciemment généreraient ces manifestations. Le plus souvent, il s'agit d'un adolescent ou d'une personne en détresse émotionnelle que l'on qualifie d'agent involontaire. Maintenant, avant d'aborder les autres maisons qui saignent, je vous communique une info que j'ai lue à propos de la maison de Saint-Quentin. Dans un article paru dans le magazine Marianne le 10 août 2022, on lit qu'un YouTuber, Samuel Busseret, qui tient la chaîne Mr Sam, a enquêté sur cette affaire. Il aurait contacté à cette occasion le laboratoire du biologiste interrogé par TF1 à l'époque. Or, d'après ses recherches, le laboratoire où exerçait le biologiste n'aurait jamais réalisé les analyses du sang prélevé chez le couple Bellemare. En réalité, le médecin biologiste aurait simplement étudié le rapport qui lui avait été présenté par les équipes de télévision. Et que ce n'était donc pas son laboratoire qui avait analysé le sang.
Si cette information jette un froid, elle ne mentionne en aucun cas que les analyses étaient bidons, mais qu'elles avaient probablement été faites par un autre laboratoire tout simplement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Aussi, la maison de Saint-Quentin, inhabitée depuis 2009, sera rachetée en 2013, puis ensuite remise en location après quelques travaux d'entretien. À ce jour, il n'y aurait plus jamais eu aucun événement paranormal. Quelques années plus tard, fin de l'année 2022, Lucie Bellemare aurait témoigné de nouveau pour le magazine Closer, disant « J'en ai beaucoup souffert et j'en souffre encore. À l'époque, nous ne trouvions pas de logement. Nous avons trouvé une petite maison dans la cité de Mulhouse, à Saint-Quentin. Quand on vous dit que vous êtes cinglé, que vous avez inventé cette histoire pour ne pas payer le loyer, c'est faux, archi faux. Nous avons toujours été honnêtes, nous n'avons jamais embêté personne. Désormais quinquagénaire, mère et grand-mère, elle souhaite laisser cette histoire derrière elle, car ce souvenir reste douloureux, même plusieurs années après. À ce jour, le mystère de la maison de Saint-Quentin n'est toujours pas élucidé. On déplore cependant qu'aucune recherche ni investigation sérieuse n'ait été faite à la cave et qu'aucune information ne circule à propos de l'histoire de la maison. Et puis quand on regarde le film, on se pose forcément des questions. Je suis sûre que vous vous êtes posé les mêmes questions que moi. Est-ce que Lucie aurait inventé toute cette histoire? Elle était sans emploi, seule dans la maison. Voulait-elle attirer l'attention? Et puis la porte de la cave qui se referme seulement derrière elle. Ça ne veut rien dire, on n'y croit pas. Et puis pour cette histoire de la farine, Lucie ou Jean-Marc auraient pu revenir la nuit, en douce, faire quelques traces de sang dans la cuisine, sur le sol, puis mettre de nouveau une couche de farine pour couvrir leur empreinte. Peut-être, mais cela aurait tout de même laissé des traces de farine ailleurs dans la maison. Mais ils auraient pu aussi tout nettoyer, laisser des gouttes de sang et remettre de la farine. Forcément, si la police validait leur histoire, la presse allait nécessairement parler d'eux. Mais dans quel but? En vérité, telle ne semble pas être leur intention, puisqu'après ces événements, hormis une apparition dans l'émission Mystère, où Lucie paraît on ne peut plus réservée, ils n'ont jamais fait parler d'eux à nouveau, à part ce petit entretien pour Closer. Ils n'ont même pas contacté d'autres médias, bien au contraire, ils ont laissé l'histoire derrière eux. Et puis surtout, comme nous allons le voir maintenant, il y a eu d'autres cas de maisons qui saignent. Certains peuples sont même persuadés que les objets, si ce n'est les maisons, peuvent se mettre à saigner. Ainsi, par exemple, en Haïti et en Nouvelle-Orléans, les croyances vaudoues considèrent qu'il existe bel et bien des objets qui peuvent être imprégnés de forces spirituelles ou magiques, qu'il s'agisse de talismans, de poupées ou encore de statuettes, et qu'ils pourraient bien se mettre à saigner. Dans la même veine, si je puis dire, dans certaines cultures amérindiennes, des objets sacrés peuvent être associés à des esprits ou à des forces surnaturelles. Si un objet saigne, cela est perçu comme un signe de déséquilibre spirituel ou encore comme le signe d'une malédiction qui est en œuvre. Certaines tribus pensent que des pierres spéciales, souvent associées aux ancêtres ou aux esprits, peuvent saigner pour signaler un avertissement, un danger imminent ou encore un déséquilibre dans la nature. Il en va de même chez les Amérindiens des objets fabriqués à partir d'animaux sacrés, comme des plumes, des os ou des tambours en peau animale, car ces éléments conserveraient une part de l'esprit de l'animal et pourraient réagir à des déséquilibres spirituels. Aussi, quand un totem ou un arbre sointerait de la sève rouge, ce pourrait être là une réponse des esprits. Par ailleurs, si l'on revient en Europe, au Moyen-Âge, on croyait que des objets pouvaient être maudits ou possédés par des démons. Les phénomènes inexplicables comme des objets qui saignent étaient souvent associés à des présages de malheur, des malédictions ou même à des possessions démoniaques. Les gens pensaient que ces événements étaient causés par des forces occultes ou que les habitants auraient conclu un pacte avec le diable. Déjà, on attestait dans de nombreuses histoires que des crucifix, des statues de Jésus ou de Marie pouvaient se mettre à saigner. On pensait qu'une hostie profanée pouvait elle aussi se mettre à saigner. Par exemple, à la moitié du XIIIe siècle, il y a eu le miracle eucharistique de Bolsena en Italie. L'histoire raconte que le prêtre allemand, Pierre de Prague, célébrait la messe à Bolsena.
Intérieurement, il doutait de la doctrine de la transsubstantiation, soit de l'idée que l'hostie devient réellement le corps du Christ. Or, lorsqu'il rompit l'hostie consacrée, du sang se mettra à couler de celle-ci sur l'autel et sur le linge liturgique. Cet événement parviendra aux oreilles du pape Urbain IV qui instituera alors la fête du Corpus Christi pour célébrer l'Eucharistie. À ce jour, le corporal taché de sang est encore conservé à la cathédrale d'Orvieto. Au Moyen-Âge, on pensait aussi que des épées qui avaient servi durant des combats pouvaient saigner après avoir été utilisées pour tuer une personne innocente ou lors de batailles particulièrement marquantes. Enfin, certaines reliques étaient censées saigner lors d'événements importants ou bien encore pour annoncer un malheur. Par ailleurs, des légendes évoquaient des pierres tombales d'innocents exécutés qui laissaient échapper du sang. Et puis encore, au Moyen-Âge, comme chez les Amérindiens, on pensait que si un arbre produisait une sève rouge, c'était là un signe de mauvais présage ou d'avertissement divin. Mais encore à ce jour, des récits d'hosties, de statuettes qui saignent existent toujours. Par exemple, en 1995, à Civitavecchia, une petite statuette de la Vierge Marie aurait pleuré des larmes de sang à 14 reprises entre le 2 février et le 15 mars 1995. Mais l'évêque local, initialement sceptique, avait lui-même été témoin de l'une de ces lacrymations. Des analyses ont ensuite été faites et elles ont indiqué que le liquide était bel et bien du sang humain. Pour information, on appelle ce phénomène mariophanie. Ce terme vient du grec, Maria bien sûr, et phanein, qui signifie apparaître, se manifester. Ainsi, une mariophanie désigne les expériences mystiques où Marie est perçue par une ou plusieurs personnes, que ce soit sous une forme visuelle, auditive ou symbolique. Et les larmes humaines ou encore le sang humain, parce qu'il y a eu ces vierges qui ont pleuré du sang, ou encore de l'huile d'olive, toutes ces manifestations sont des mariophanies. Et puis il y a encore le phénomène des hosties qui saignent. On ne peut pas ne pas évoquer le miracle eucharistique de Buenos Aires, survenu dans l'église de Santa Maria en 1992, 94 et 96. Durant ces événements, une substance rouge est apparue sur des parties d'hosties consacrées. Une hostie consacrée, c'est une hostie qui a été bénie et transformée lors de la messe catholique au moment de la consécration pendant l'Eucharistie. À ce moment-là, l'hostie serait plus simplement du pain, mais deviendrait le corps du Christ par le mystère de la transsubstantiation. Des examens scientifiques seront menés sur ces hosties en 1996 et ils ont reconnu du sang de groupe AB. Et l'une de ces hosties qui saigne aurait été laissée dans l'eau. L'hostie se serait alors transformée en tissu humain qui sera ensuite analysé et identifié par le professeur Frédéric Zugibet en 2005. Ces analyses révéleront que l'échantillon fourni était un fragment de muscle cardiaque humain du ventricule gauche soumis à un stress intense. Frédéric Zugibet avait même observé des globules blancs actifs impossible à survivre dans un tissu immergé. Il avait conclu que le phénomène défiait toute explication scientifique. Quoi qu'il en soit, pour revenir de manière générale à la matière solide et non organique qui se mettrait à saigner, qu'il s'agisse de murs, de papier peint ou encore d'objets, bien que les croyances varient d'une culture à l'autre, d'une époque à une autre, elles partagent souvent l'idée qu'un objet qui saigne représente une perturbation de l'ordre naturel ou spirituel et que des forces malveillantes ou du moins inexpliquées y sont très certainement à l'œuvre. Mais revenons à nos maisons. La maison de Saint-Quentin n'est pas la première maison à saigner, comme je vous l'ai dit. Ainsi, en septembre 1987, du sang humain est également apparu dans une maison d'Atlanta. Un peu avant minuit, Minnie Winston, 77 ans, sort de sa baignoire et constate que le sol de sa salle de bain est recouvert d'éclaboussures de sang. Mais ces projections sanglantes se trouvaient également dans la cuisine, le living room, la chambre à coucher, le hall ainsi qu'à la cave. Quand elle l'a découvert, elle a réveillé son mari, lui disant « Viens voir toute cette chose rouge qui sort des sols ». Son mari dira n'avoir pas eu peur, car il dira « Cela ne ressemblait pas à du sang et ne sentait pas comme du sang ».
En inspectant la maison, Minnie et son mari, qui s'appelle William Winston, trouveront la même substance sointant des murs et même des appareils électroménagers. Ils appelleront la police et les inspecteurs qui viendront constater les taches sur le sol et les murs dans plusieurs chambres penseront au départ qu'il s'agissait d'un animal blessé. Mais le couple n'avait pas de chien ni de chat et affirmait qu'il n'y avait pas de rats chez eux ni de souris. Les analyses confirmeront ensuite qu'il s'agissait là aussi de sang humain. Mais aucune blessure ni saignement n'avait été retrouvée sur Minnie et son mari. De plus, l'appartement n'avait aucune canalisation défectueuse. Absolument rien n'expliquait la provenance de ces taches. L'officier Steve Cartwright, qui était intervenu chez le couple, dira qu'en 10 ans, il n'avait jamais eu affaire à un tel cas. Aucun crime n'avait été commis et en dehors de ces taches, rien n'indiquait quelque chose de suspect. Toutefois, afin de garder les journalistes et les curieux à l'écart, le détective Richard Price dira qu'il s'agissait d'une scène de crime. Aussi, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que la police avait attendu 13 heures avant d'envoyer les échantillons de sang au laboratoire. Le sang envoyé sera donc seulement du sang séché. L'analyse déterminera que le sang n'était pas du même groupe que le couple Winston. Le sang fut d'abord envoyé au Grady Memorial Hospital, puis au laboratoire d'analyse de criminologie. Mais ce dernier regrette que le sang récupéré n'ait pas été frais, car les biologistes auraient alors pu déterminer facilement l'appartenance ethnique et le sexe de la personne. Ted Staples, sérologue et légiste du laboratoire criminel d'État, a indiqué que lorsqu'il avait été appelé pour constater ces taches, que celles-ci semblaient avoir été projetées de quelque chose, comme si la chose avait été secouée. Par ailleurs, la police avait initialement pensé que le sang qu'ils avaient retrouvé appartenait à William Winston, car il était sous dialyse. Mais son sang était de type A, ce ne pouvait pas être le sien, car le sang retrouvé était de type O. Mariés depuis 44 ans, Minnie et William Winston vivaient là depuis 22 ans. Et c'était la première fois que ces taches étaient apparues, et c'était la première fois qu'ils avaient dû appeler la police. Interviewée bien sûr par les journalistes, Minnie Wilson dira qu'à ce jour, elle ne pouvait toujours pas envisager qu'il s'agissait là de sang humain, malgré les affirmations de la police. Je ne sais pas si l'histoire de Minnie et de William s'est arrêtée aussi rapidement qu'elle a commencé. Je n'ai pas trouvé d'informations. Quoi qu'il en soit, 2 ans plus tard, en 1989, aux États-Unis toujours, mais cette fois-ci dans la ville de San Pedro, il y a également eu une histoire de maison qui saigne. Jackie Hernandez, une jeune femme de 26 ans vivant avec ses 2 enfants dans un bungalow situé à San Pedro, un quartier de Los Angeles, a rapporté avoir remarqué des taches sombres ressemblant à du sang apparaître de manière inexplicable sur les murs de certaines pièces de sa maison. De plus, d'autres traces de sang semblaient se matérialiser de manière sporadique sur les fenêtres, en particulier dans les chambres à coucher et dans le salon. La famille a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un phénomène lié à une fuite, mais les taches de sang persistaient et réapparaissaient même après leur nettoyage. Et surtout, là non plus, aucune source n'a pu être identifiée. Comme dans le cas de Lucie et de Jean-Marc Belmer, aussi ce phénomène ne survenait pas seul. La famille Hernandez entendait elle aussi des bruits de pas dans les couloirs, au grenier, et a rapporté que des objets se déplaçaient sans raison. Des experts en phénomènes paranormaux et des médiums seront aussi appelés pour examiner la maison. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une manifestation de type poltergeist, c'est-à-dire une sorte de phénomène psychokinétique, la maison réagissant à un conflit psychologique de l'une des personnes de la famille. Ensuite, nous avons cette histoire de la maison appelée La Cage à Saint-Osyth dans l'Essex. Cette maison était une ancienne prison construite au XVIe siècle. Le bâtiment servait autrefois de prison locale, principalement pour les personnes accusées de sorcellerie. La prisonnière la plus notable de la cage était du reste Ursula Kemp, une sage-femme et guérisseuse. En 1582, elle sera dénoncée pour sorcellerie, à la suite, dit-on, des accusations d'un garçon de 8 ans, Thomas Darling, qui prétendait qu'Ursula Kemp utilisait des familiers démoniaques. Sous la torture, et seulement sous la torture,
Kemp avouera avoir en effet eu recours à des esprits familiers pour nuire à ses ennemis. Pour rappel, un familier est un animal ou une créature surnaturelle qui, selon les croyances populaires de l'époque, servait de serviteur aux sorcières. Il pouvait s'agir d'un chat, d'un chien, d'un oiseau, d'une grenouille ou même encore d'un serpent. Les familiers étaient réputés influer sur la santé des gens et provoquer des maladies et même la mort. Parfois, les familiers n'étaient pas des animaux physiques, mais des entités invisibles qui prenaient des formes animales. Il pouvait également s'agir de démons. Ursula Kemp sera pendue en 1582 à Chelmsford, en même temps que d'autres femmes accusées de sorcellerie. À ce jour, les manifestations paranormales les plus fréquentes relevées dans la cage restent classiques, des chutes de température brutales, des objets qui se déplacent, des voix désincarnées et des apparitions de femmes et d'enfants. Mais en 2005, une femme nommée Vanessa Mitchell a acheté la maison. Et durant les 3 ans où elle vivra dans la cage, qui est au demeurant une très belle maison, en plus des manifestations que je viens de citer, elle verra de nombreuses éclaboussures de sang apparaître sur le sol de la maison. Outre ces manifestations, Vanessa Mitchell a également affirmé avoir été physiquement agressée par des entités invisibles, ressentant des coups et des morsures. Ces expériences l'ont finalement poussée à quitter la maison en 2008. Malgré plusieurs tentatives de vente, la maison est restée sur le marché pendant 12 ans en raison de sa réputation. Elle a finalement été vendue en 2020 pour 250 000 livres. Les nouveaux propriétaires l'utiliseront comme location de vacances, mais elle sera de nouveau mise en vente fin 2024. Aujourd'hui, elle a été rachetée à un particulier qui organise des visites pour les passionnés d'histoire, de la sorcellerie et du paranormal. La cage a aussi servi de décor pour des émissions de télévision traitant de phénomènes paranormaux, comme par exemple l'émission britannique Most Haunted. Voilà pour un bref tour de ces maisons qui saignent. Comme vous le voyez, dans tous les cas, il s'agit de sang humain. Et qu'en pensez de tout cela? Qu'est-ce que ces maisons veulent nous dire? Ainsi se termine ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner et surtout à me faire part de vos commentaires. À très bientôt.